Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous et bienvenue dans Vos Animaux. Merci de votre fidélité. Alors au programme aujourd'hui, nous allons parler de nos chats. Miaulement, vocalise, feulement. Que cherche à vous dire votre chat? Voilà la question qu'on vous pose ce matin. Et si vous vous la posez, vous aussi, n'hésitez pas à nous contacter au 0826 300 300. Nous serons en compagnie d'une spécialiste pour essayer de décrypter tout ce que nos chats veulent nous dire. Côté faune sauvage, on s'intéresse ce matin aux chenilles processionnaires. Et oui, c'est la saison et elles sont responsables d'un grand nombre d'envenimations, tant chez les animaux que chez les humains. On vous expliquera tout cela, on vous expliquera comment elles vivent, comment elles progressent aussi en fonction du réchauffement climatique et puis surtout comment s'en prémunir. Enfin, vous découvrirez l'histoire de Scooby. Une jolie histoire, justement, ce sera pour C'est votre histoire. Scooby est un chien handicapé, rescapé de l'île de la Réunion. Mais vous verrez que tout se termine bien. 0826 300 300, nous sommes en direct et nous vous attendons au standard. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et ce matin, dans Vos Animaux et vous, nous allons parler de nos chats qui sont parfois extrêmement bavards, qui ont beaucoup de choses à nous raconter. On va essayer de décrypter ce qu'ils veulent nous dire. Bonjour Anne-Claire Gagnon. Bonjour Natacha. Merci Anne-Claire d'être avec nous. Anne-Claire, vous êtes docteur vétérinaire et vous vous consacrez uniquement à nos amis les chats. Avec vous, on va essayer de comprendre ces minous, parfois extrêmement bavards, qui ronronnent, qui miaulent ou qui feulent. On va essayer de décrypter leur message. Les chats sont des animaux bavards, d'abord peut-être parfois entre eux, c'est ce qu'on appelle la communication intraspécifique, et puis aussi très bavards avec leurs compagnons humains. Là, on parle de communication interspécifique. Dans quel cas de figure, Anne-Claire, les chats font-ils ce qu'on nomme des vocalises ? Alors, les vocalises, ils les font entre eux, mais finalement assez peu. Ou alors des vocalises très courtes ou dans le cadre de la reproduction, mais les vocalises avec beaucoup de souffle et de modulation, c'est surtout avec les humains, parce que finalement c'est la domestication qui les a rendus bavards. Ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes capacités que leurs congénères et qu'il fallait un peu nous charmer avec des sons ou carrément nous mener à la baguette en nous donnant des ordres aussi. Donc, et après il y a des chats qui sont plus bavards les uns que les autres, hein. Ça dépend des races, des tempéraments, puis ça dépend aussi de l'humain de compagnie qu'ils ont en face, si c'est quelqu'un qui comprend vite ou qui comprend pas vite. Si on est réceptif aussi ou pas réceptif, parce que ils sont en fait très malins pour nous faire comprendre des choses, mais parfois, peut-être qu'on a un peu de mal aussi à interpréter ce qu'ils veulent nous dire. Je vais vous parler de mon cas personnel, Anne-Claire, et vous allez essayer de décrypter. Moi, j'ai un chat qui s'appelle Ratatouille. Et alors, Ratatouille, il n'est pas excessivement bavard, mais quand même, lorsque j'imagine qu'il a faim, il vient me voir et là, il s'exprime de manière assez appuyée pour me faire comprendre, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la chose, que vraiment, c'est le moment de lui donner quelque chose à manger. Est-ce que ça, par exemple, cette situation est assez commune? Est-ce que le chat peut avoir tendance à expliquer à l'humain qui vit avec lui que là, c'est le moment de manger? Alors oui, dans une certaine façon, oui, mais parfois, c'est juste qu'il vient vous chercher parce qu'il trouve que on ne peut pas rester trop longtemps devant son ordinateur, quoi. Faut faire une pause, faut s'occuper de lui. Et il y a pas mal de chats où, en fait, souvent, le propriétaire confond j'ai faim avec occupe-toi de moi, j'ai besoin d'attention. Et la première réaction qu'il faudrait avoir pour être sûr de ne pas leur donner à manger systématiquement à chaque fois qu'ils viennent vous solliciter, c'est vérifier, engager la conversation, d'abord leur répondre en leur demandant ce qu'ils veulent, voilà, et puis en leur faisant un câlin, et puis voir si finalement c'est pas juste ça dont ils ont besoin, parce que bien sûr
c'est rare qu'un chat résiste à manger un petit quelque chose si on lui propose, mais c'est comme ça souvent qu'une recherche d'attention de la part d'un chat qui vient vous solliciter avec, des fois qu'on fait un peu des tonnes en se roulant sur les mains, si on est à l'ordinateur, etc. En fait, c'est parfois juste de la recherche d'attention, de contact, pas forcément d'alimentation. Après, tout dépend si l'alimentation est en libre service ou pas, s'il y a accès. Enfin, il faut regarder le contexte aussi. Mais c'est vrai que c'est souvent une erreur d'interprétation de leur vocalise à ce moment-là, oui. Bon, je serai plus attentive la prochaine fois, Anne-Claire, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était plutôt le frigo qui l'intéressait que moi-même. Mais je vais peut-être revoir ma copie. Si vous aussi, vous vous posez la question de savoir ce que veut vous dire votre chat, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Et justement, on va donner la parole à Justine. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Justine, vous avez un chat bavard ? Oui, assez quand même. Mais 2, hein. 2 chats, d'accord. Racontez-nous comment ça se passe. En fait, déjà, il fait des miaulements bizarres. On a l'impression qu'il dit maman. Ah bon ? Oui. Il fait maman. Donc déjà, ça, j'ai jamais entendu, personnellement. D'accord. Et c'est souvent quand moi, je suis dans une salle et que lui, il est dans l'autre, qu'il fait ce miaulement-là, comme s'il m'appelait. Oui. Et avec la femelle aussi, il fait comme des roucoulements, un peu. Donc, je sais pas... Et alors, comment vous réagissez quand il prononce ce maman ? Je ne sais pas si je le fais très bien. Il dit viens mon bébé, et puis du coup il vient. D'accord. Bon, Anne-Claire, comment on peut interpréter ce petit bruit très familier du chat de Justine ? Mais en fait, Justine a raison d'entendre maman dedans, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyelles dans le son qu'elle décrit, et parfois on peut entendre ça. Puis là, c'est des miaulements vraiment sympathiques. Ce que je comprends du bruit que fait le chat avec votre chat, alors j'espère que je vais le faire bien, c'est comme ça. Et oui, c'est ça. C'est ça ? Bon, ça va, Justine, c'est bon alors. Mais ça, c'est un miaulement amical de contact et de plaisir. Et à la limite, c'est aussi une vocalise que le chat peut faire avec vous, mais qui peut faire aussi entre eux. Donc c'est que du bon et des miaulements sympathiques. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, Anne-Claire, c'est aussi peut-être tout simplement une manière d'attirer l'attention et de demander qu'on s'occupe un peu de lui. C'est peut-être ça ? Oui, absolument. Bon, super Justine. Donc on peut considérer que vous avez vu juste en disant que c'est un petit bruit qui veut dire un peu maman, même si c'est évidemment, le chat ne parle pas, en tout cas pas comme nous, mais voilà, il sait que vous êtes là pour lui, donc il vous appelle en vous disant « Eh oh, viens t'occuper de moi ». Voilà comment il faut l'interpréter. Merci Justine pour ce témoignage. Je vous en prie. Anne-Claire, on va écouter un bruit, un son, et puis vous allez nous dire de quoi il s'agit. Ce n'est pas un dauphin. Non. Et alors, j'espère que les auditeurs, qu'il y a des chats qui écoutent l'émission, et je serais curieuse de savoir si les chats... On a un gros public auprès des chats, Anne-Claire Gagnon. Bon, voilà. Je sais, mais parce que ce son-là, c'est un petit chaton de un jour qui avait terriblement faim, et sa maman chatte, elle n'avait pas du tout envie de s'en occuper, ça arrive malheureusement. Et ce son, c'est très drôle parce que quand je fais écouter à des chats adultes, mais tout le monde rapplique immédiatement pour voir, mais il y a un chaton qui a besoin d'assistance, mais il faut absolument appeler quelqu'un. C'est un appel de détresse un peu, ce bruit-là qu'on vient d'entendre ? C'est vraiment un appel de SOS. J'ai faim, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, il faut venir tout de suite. Et c'est moi ce que j'ai appris avec cette histoire-là qui était un peu triste, avec cette maman chatte qui voulait pas s'occuper de son chaton, c'est que ce son-là était relativement universel. Quand un chaton est en détresse, les autres chats, que ce soit des chats mâles, entiers, castrés, des chats, ils viennent voir. On le réécoute, ce petit bruit du chaton en détresse. Voilà, alors c'est bien parce que j'ai pas le choix.
Bolochon, c'est votre chat, Anne-Claire Gagnon? Oui, il y a mon chat. Et alors, il réagit. Donc, il y a quelqu'un à sauver tout de suite. Donc ça veut dire que c'est vraiment un message presque universel de la part d'un chat et que les autres le comprennent assez bien. Ouais. Ils ont une grande facilité à se comprendre comme ça entre eux avec des codes assez précis. Oui, mais alors en même temps, entre eux, ils peuvent aussi avoir des sons extrêmement, un peu comme des émoticônes, c'est-à-dire des sons très brefs. Quand ils crachent, ça va très vite. Quand ils feulent, c'est pas... nous, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'ils mettent des nuances extraordinaires. En revanche, par exemple, quand un chat commence à grogner, il a la gueule fermée, puis au fur et à mesure, on sent qu'il se tient, il se contient, et puis au fur et à mesure, il ouvre la gueule, et là, il y a plein de sons et de souffles qui sortent. Et là, normalement, les autres doivent comprendre le message. On va donner la parole à Nicole qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour Nicole. Bonjour à vous, je suis contente. Enfin, j'écoute votre émission régulièrement parce que j'adore les animaux. Bon, merci, je suis âgée pour l'instant. Pour l'heure. Ça risque de ne pas s'améliorer, vous savez. Voilà. Alors, j'avais une chatte adorable. Une chatte, comme je l'appelle vulgairement, de récupération. Un jour, elle a atterri chez moi, je l'ai gardée. Elle était mignonne, adorable. Mais c'est une chatte qui ne manifestait pas tellement de manifestations en miaulant, feulée, elle n'a jamais. Elle n'était pas bavarde. Voilà. Alors, par contre, je conversais avec elle. Et, bon, par exemple, je l'avais fait stériliser et tout ça. Et je la conservais. Elle a rentré, sortait de la maison. Comme elle était de l'extérieur, elle était plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais elle ne rentrait chez moi que pour se faire cajoler, je pense. D'accord. Alors, moi, je répondais à ses besoins. Parce que j'étais attentive à son comportement et tout ça, mais miauler très rarement. Ainsi, quand je lui donnais à manger dans la cuisine, elle avait les croquettes et la pâtée. Mais quand elle voulait manger, elle venait me chercher si j'étais par exemple devant la télé, elle montait sur mes genoux et puis elle sautait et je la suivais. Oui, elle n'avait pas besoin de faire un son. Exactement. Voilà. Alors elle s'asseyait à côté des gamelles, elle me regardait pour que je la nourrisse. Elle n'aimait pas manger les restes, elle. D'accord. Alors il fallait que je vide tout et que je donnais au chat extérieur. Mais elle me regardait et elle clignait des yeux. Elle parlait avec les yeux, elle. Elle clignait des yeux et elle savait que j'allais obéir. C'est elle qui me téléguidait quelque part, qui avait le pouvoir sur moi. Et elle me téléguidait et alors je lui donnais à manger. Là, elle était contente. Et puis elle revenait sur mes genoux. Et voilà. Et même, elle n'aimait pas que dans la maison rentrent d'autres chats. Ah oui, mais ça c'est fréquent. Elle n'était pas belliqueuse. Elle se contentait, excusez-moi de me couper la parole, elle se contentait de changer d'endroit pour sortir. D'accord. Elle ne cherchait pas la bagarre. Anne-Claire Gagnon, quand on écoute le témoignage de Nicole, restez avec nous Nicole bien sûr, quand on écoute ce témoignage de Nicole, on voit qu'il y a quand même des différences entre chats. Certains sont beaucoup plus bavards que d'autres. Et ceux qui ne sont pas bavards par des sons trouvent aussi d'autres moyens d'expression, évidemment. Mais absolument, mais c'est surtout qu'il n'y a pas que des chats exceptionnels, il y a des humains exceptionnels comme Nicole, parce que visiblement cette chatte avait bien compris qu'elle pouvait la conduire du bout du nez et de l'œil, et donc qu'il n'y avait pas besoin de lui parler, rien lui demander, que Nicole allait complètement comprendre tout. Et c'est juste merveilleux la façon dont vous en parlez, Nicole, parce que effectivement, voilà, vous vous êtes comprise et elle arrivait à obtenir ce qu'elle demandait sans avoir à élever la voix. Bravo en tout cas Nicole et merci pour ce témoignage. Merci, au revoir. Merci, au revoir Nicole. Passez un très bon week-end. Anne-Claire Gagnon, les différences de capacité de bavardage entre les chats, elles s'expliquent comment? Est-ce que c'est lié à l'âge, au sexe? Est-ce que par exemple les femelles sont plus bavardes que les mâles?
Alors ça, j'ai pas souvenir qu'il y ait publication, mais c'est que par exemple les Siamois, c'est certainement les plus bavards, mais les Burmese sont bavards aussi. Puis après, il y a des chats de gouttière et comme disait Nicole, des chats de récup qui soit sont pas bavards du tout, soit le sont terriblement. Moi, j'ai eu un chat qui a mis 13 ans avant que son ronronnement devienne enfin audible. Et il ronronnait avant, mais à un niveau extrêmement faible, alors que maintenant j'ai un chat qui a un ronronnement, on l'entend. C'est un son enregistré, évidemment, il n'est pas à côté de votre, voilà, c'est ça. de votre micro. Les ronronnements. Alors, oui, comment on interprète les ronronnements, justement, Anne-Claire? Parce que est-ce que le ronronnement est systématiquement un signe de bien-être? Alors, je dirais qu'à 80-85%, oui, c'est un signe de plaisir, c'est un signe de détente, de lâcher prise, de bonheur. Mais dans des cas, et nous les vétérinaires, on le sait particulièrement, quand les chats vont très très mal et sont en détresse, c'est plus un signe de il faut m'aider, j'en peux plus, je vais très mal. Donc voilà, c'est pas toujours, c'est en général, donc c'est toujours une émotion très forte, mais c'est pas toujours positif. Mais dans la majorité des cas, oui. Est-ce qu'il y a des chats qui ne ronronnent pas du tout? Alors, il y a des chats dont on n'entend pas les ronronnements, mais je pense qu'ils ne ronronnent pas du tout. C'est probablement pas le cas, parce que le chaton commence à ronronner très rapidement après la naissance, après la première tétée. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un chat qui ne ronronne pas. Qu'on n'arrive pas à le percevoir, oui, ça c'est possible. Nous sommes en direct, vous le savez, sur l'antenne de Sud Radio ce matin pour parler de nos amis les chats et de ce qu'ils essaient de nous dire. Et justement, Bertrand, lui, a aussi quelque chose à nous dire. Bonjour Bertrand. Allô? Oui, bonjour mesdames. Bertrand. Voilà, je suis d'une vieille connaissance, j'espère que vous allez bien. Mais pendant quelques années, je n'ai pas eu d'appel et puis j'étais malade, donc je n'ai pas pu répondre. C'est à propos de ma chatte, Oui. qui s'appelle Narcisse parce que, alors c'est une chatte, mais parce que mon chat précédent s'appelait Narcisse aussi. D'accord. Donc, Comme ça, vous restez dans un territoire connu. Voilà. Alors, c'est une chatte, je ne sais plus comment on l'appelle, qui est à robe... Écaille de tortue, 3 couleurs, c'est ça? Bleu. Ah, bleu. Bleu entièrement. D'accord. Et, enfin, qui est bleu. Et alors, c'est une chatte qui me reconnaît pour l'instant depuis pas mal de mois, parce que je me suis absenté. Elle est sur mon plus jeune fils, où il y a un chihuahua et un autre chat qui s'appelle Pascal, qui lui parle beaucoup, alors que ma chatte parle assez peu et ronronne même assez peu, je trouve. D'accord, c'est pas une grande bavarde, c'est pas une grande communicante par la parole. Voilà, pas par la parole. Mais peut-être qu'elle communique autrement. Voilà. Par exemple, quand je vais chez mon fils, je m'assieds, puis je tape sur la banquette ou le fauteuil, etc. Et je l'appelle par son nom. Et à ce moment-là, elle vient, saute sur mes genoux, et elle réclame des câlins, derrière la tête, la caresse, etc. Et curieusement, elle remue la queue très souvent. Quand vous la caressez. Oui. Alors, remuer la queue, pour moi, c'est un chat qui est énervé, et donc il faut un peu se méfier. Alors, Anne-Claire Gagnon, comment il faut interpréter le comportement de Narcisse qui réclame des câlins, mais quand elle a des câlins, elle montre des signes qu'on peut interpréter comme de l'agacement? Oui, je suis d'accord avec Bertrand, mais des fois, il y a des chats qui ont des attentes contradictoires, qui veulent quelque chose et qui en même temps... Chez eux aussi, il y a un peu de complexité comportementale. Exactement, ils peuvent avoir plusieurs émotions en même temps et qui ne sont pas de même nature. Donc, est-ce que vous avez remarqué s'il y a un endroit où vous faites les câlins ou justement... parce que ça peut être l'endroit... parfois, il y a des chats, quand on fait des câlins juste sous le ventre ou sur les lombes, où c'est pas forcément l'endroit qui préfèrent. Ils n'aiment pas trop. Mais c'est très dépendant des chats. Avec les chats, il ne faut jamais dire toujours ou jamais. Donc, il faut peut-être regarder ça, vérifier si c'est sous l'encolure, si c'est sous la gorge, sur les oreilles. Est-ce que du coup, en tout cas, Bertrand a raison d'interpréter ce signal comme un message. Oh là, c'est pas mon câlin préféré.
Normalement, oui, je suis d'accord, parce que voilà, c'est pas... Bon, Bertrand, essayez d'analyser à quel moment elle déclenche ce petit signal là où elle remue la queue, où effectivement... Justement, elle se met, par exemple, elle va se mettre sur le dos et les pattes très écartées pour qu'on caresse le ventre. Et très vite, elle doit remuer la queue. Ou alors, elle aime bien qu'on la papouille sur l'encolure, derrière les oreilles. La caresse sur le dos, pas trop. Elle n'est pas très friande. En fait, vous avez bien analysé, Bertrand. C'est une question aussi peut-être de durée des câlins. Ce que vous dites, elle se met sur le dos, elle un tout petit peu, puis après, vite, ça la... c'est suffisant. Ça l'agace. Elle a envie, puis au bout d'un moment, ça l'agace. Et les doses avec les chats, c'est vraiment eux qui les décrètent et parfois ils changent leur dose. Bon, en tout cas, merci de votre appel, Bertrand. Anne-Claire, restez avec nous. On marque une courte pause et on vous retrouve juste après. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio, vos animaux, 10h-11h. Natacha Harry. Et ce matin, dans la première partie de cette émission, dans Vos animaux, et vous nous essayons de décrypter ce que nos chats veulent nous dire. Parfois, ce n'est pas si simple. Nous sommes en compagnie du docteur Anne-Claire Gagnon, vétérinaire spécialiste des chats. Anne-Claire, j'aimerais qu'on voit avec vous l'aspect message de problème. Quand un chat miaule, parfois ça veut dire qu'il est en mauvaise santé. On va écouter un petit son, vous allez nous dire ce qu'il faut comprendre de ce son. Voilà, est-ce qu'il y a des bruits, des miaulements comme ça qu'il faut tout de suite interpréter comme un message de « je ne vais pas bien, j'ai un souci ». Ouais, ces miaulements-là, ça peut être des miaulements de chats qui font de l'hypertension artérielle. Ça peut être un chat qui souffre d'hyperthyroïdie, donc un dysfonctionnement de sa thyroïde. Et ça peut être un chat qui est perdu aussi la nuit et qui souffre de problèmes vasculaires cérébraux. Et dernier cas, et là c'est le plus dramatique, mais là c'est pas le cas avec ce son-là, mais des chats qui font des accidents vasculaires, donc des thromboembolies, et c'est des cris déchirants et poignants. Il faut absolument appeler immédiatement le vétérinaire. En général, bon, si c'est un problème de thromboembolie, il y a d'autres symptômes avec, mais quand c'est juste de l'hypertension artérielle, des sons comme ça, des miaulements longs, un peu comme un chat qui se prendrait pour un loup, quoi, oui. Qui hurlerait. Faut vraiment aller consulter chez son vétérinaire, en parler et faire un certain nombre d'examens médicaux supplémentaires. Oui. En gros, on connaît bien nos chats, on vit avec eux au quotidien, on vit chez eux même, peut-on dire. Ça veut dire qu'on connaît quand même relativement bien leur son habituel, leur message habituel. Donc dès qu'il y a quelque chose de différent par rapport au quotidien, il faut s'alerter. Absolument, oui. Oui, c'est important. Eh bien, merci infiniment Anne-Claire Gagnon pour toutes ces précisions. Comme d'habitude, vous êtes une manne d'informations pour nous et surtout de décryptage de nos chats qui sont pas toujours si simples à comprendre. Merci Anne-Claire. Merci Natacha. À très bientôt. Merci à vous. Allez, tout de suite, c'est notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage. Et aujourd'hui, nous allons parler de petits animaux qui font leur réapparition en ce moment au printemps. Bonjour Sandra Sinotellier, merci d'être avec nous. Bonjour. Sandra, vous êtes médecin, vous êtes adjointe à la directrice des alertes et des vigilances sanitaires et coordinatrice de toxicovigilance à l'ANSES. C'est un long titre. En gros, vous surveillez un certain nombre de maladies ou d'espèces qui peuvent avoir des répercussions sur la santé des humains et aussi, là, ce matin, sur la santé de nos animaux. Et on va parler avec vous des chenilles processionnaires, car c'est vraiment la saison. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces chenilles, nous dire qui elles sont, comment elles vivent et surtout pourquoi elles portent ce nom ? Oui, donc en France, il y a deux types de chenilles processionnaires. Il y a celle du pin et celle du chêne. Et elles portent ce nom parce qu'elles ont la particularité de vivre en groupe et elles se déplacent en file indienne à la queue leu-leu, les unes à côté des autres, derrière les autres. Ce sont des groupes très conséquents. Il y a combien d'individus dans un groupe ? C'est colossal. Hein. Plusieurs milliers, et une procession peut faire plusieurs dizaines de mètres.
pour les chenilles processionnaires du pin. D'accord. Elles sont toutes les deux recouvertes de poils urticants. Elles vont avoir le même aspect, grosso modo, la chenille processionnaire du pin et celle du chêne. Et donc, pour les différencier, surtout ce qu'on va regarder, c'est l'arbre sur lequel elles se trouvent. La chenille processionnaire du pin colonise les arbres de la famille du pin, donc ceux qui ont des aiguilles. Et celles du chêne, on va les trouver sur les feuillus, sur les chênes caducs. Et on les trouve partout en France ? Alors, non, elles n'ont pas les mêmes aires de répartition sur le territoire. Les chenilles processionnaires du pin, en fait, elles ont progressivement migré depuis plusieurs décennies déjà, du sud vers le nord de la France. D'accord. Et elles ont un front d'expansion en ce moment, actuellement, qui est au-dessus de France. Et c'est surtout les régions Grand Est et Hauts-de-France qui, pour l'instant, restent épargnées. Alors que les chenilles processionnaires du chêne, elles sont plus largement, elles sont réparties sur une large ceinture, en fait, d'ouest de la façade atlantique, qui prend tout le bassin parisien, qui remonte vers le nord et l'est, et elles sont plus particulièrement présentes depuis longtemps en Grand Est. Donc elles n'ont pas la même aire de répartition. Mais ça veut dire qu'avec ces deux espèces confondues, la quasi-totalité du territoire métropolitain est concernée. Exactement. Et là, on est en pleine saison où on les voit réapparaître ? Alors, elles n'ont pas les mêmes moments de développement. En fait, les chenilles processionnaires du pin ont une saison avancée par rapport à celle du chêne. Donc, elles se développent, en gros, c'est la larve. Donc, c'est l'insecte, c'est une larve et c'est donc la larve du papillon. Pour la chenille processionnaire du pin, elle se développe, en gros, de janvier à mai avec des pics en mars. Pour la chenille processionnaire du chêne, c'est vers avril jusqu'à août avec des pics en juin. C'est quoi ? C'est l'arrivée des beaux jours qui déclenche en fait leur réapparition ? C'est l'augmentation des températures ? Oui, c'est-à-dire que pendant les chenilles sont sensibles aux températures élevées et aux températures basses. Donc en fait, pendant l'adoucissement des températures, la larve se développe et elle va en fait, au moment avant de se transformer en papillon, se mettre en chrysalide et se mettre en chrysalide. Donc la température fait que il y a un plus grand développement de la larve et qui va en fait être plus précoce si jamais on est dans une période de réchauffement climatique. Alors l'ANSES vient de déclarer ces insectes comme nuisibles à la santé humaine. Ça concerne les deux types de chenilles processionnaires dont vous venez de nous parler, celle du pin et celle du chêne ? Alors, c'est pas l'ANSES, donc c'est le législatif, c'est le ministère de la Santé qui prend des arrêtés. D'accord. Et effectivement, les deux espèces de chenilles processionnaires ont été intégrées dans la liste des nuisibles, et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Puisque, en fait, alors déjà, il y avait déjà des actions qui étaient prises depuis longtemps pour étudier les chenilles, leur aire de répartition. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient un impact sur la santé humaine qui était important, avec des conséquences sur toute la population. Et surtout que du fait du réchauffement climatique, elles avaient une zone d'expansion géographique qui était croissante et donc qui allait être encore plus croissante avec les années à venir. Donc ça veut dire qu'il faut agir. Et en fait, cet arrêté qui a été publié, il va obliger les préfets de département, de région, les agences régionales de santé à mettre en place une information pour la population, de la prévention et des moyens de lutte contre les chenilles processionnaires. Alors avant de parler justement de ces modes de prévention contre ces chenilles processionnaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles conséquences elles ont pour la santé humaine ? Et puis on parlera aussi bien sûr des conséquences sur nos animaux. Oui, alors déjà, une chenille processionnaire, comment elle est toxique, comment elle nous envenime ? C'est qu'elle va pas nous mordre, elle va pas vous piquer avec un dard. Ce qui provoque l'effet urticant, c'est leurs poils. Aussi, donc pour ça, il faut y toucher quand même. Ou est-ce que les poils peuvent aussi aller dans l'air ambiant si on est à proximité sans y toucher ? Eh bien, effectivement, une particularité, c'est quand la chenille se sent agressée, en fait, elle libère les poils qui sont transportés très facilement dans le vent. D'accord, elle éjecte ses poils en quelque sorte. Exactement, elle est comme des petites armes. Elle les projette. Elle les projette comme des micro-harpons. Ils sont microscopiques, ils sont invisibles à l'œil nu. Et la soie contient en fait la protéine qui est toxique et qui, quand elle va aller se ficher sur la peau ou dans l'œil, va se casser et va libérer la protéine toxique dans la peau ou sur la surface de l'œil. Et c'est une protéine qui est très irritante et inflammatoire. D'accord.
Donc j'imagine qu'il y a des gestes à connaître quand on se promène en forêt, des choses à faire ou à ne pas faire. Oui, tout à fait. Alors déjà, on est exposé au moment où les chenilles sortent, elles processionnent, surtout pour les chenilles processionnaires du pin, quand elles descendent de l'arbre. Ou bien on est exposé quand on est proche de nid. Donc la première chose à faire, c'est de pas toucher un insecte. Il faut ne pas s'approcher de l'endroit où elles vont être en file indienne. Et ça, c'est plus particulièrement vrai, notamment pour les enfants. Oui, parce que c'est assez fascinant à regarder quand même, cette procession justement des chenilles. C'est vrai que c'est un joli spectacle de la nature. Exactement, donc on peut avoir envie de les toucher. Et pour les petits enfants qui sont à quatre pattes et qui ont un comportement main-bouche à cet âge-là, donc ils peuvent être tentés justement de les attraper, de les mettre à la bouche. Et c'est ce qui est observé quand on a fait une étude avec les données des centres antipoison. Il y avait des expositions d'enfants qui avaient mis à la bouche et ça peut après donner un gonflement de la gorge, des lèvres et des difficultés pour avaler, voire des difficultés pour respirer. Et c'est exactement la même chose chez nos animaux de compagnie. Le chien, par exemple, qui va poser sa truffe sur une procession de chenilles peut vraiment avoir des conséquences très graves qui peuvent aller jusqu'à la nécrose de la truffe, de la langue, si jamais il passe sa langue sur ces animaux. Exactement, il peut être tenté de les mâcher, de les mâchouiller, et donc ça peut entraîner une nécrose de la langue assez rapide, et donc l'urgence, c'est d'aller consulter un vétérinaire. Et alors pour les humains, qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'on a été touché par ces chenilles et par leur poil urticant? Alors, déjà, dans l'urgence. Oui, tout à fait. Donc déjà, s'il y a des signes d'urgence vitale, de détresse respiratoire, de fortes difficultés pour respirer, une perte de connaissance, il faut immédiatement appeler le 15 ou le 112. C'est une vraie urgence. C'est une vraie urgence. On peut avoir donc vraiment comme un état de choc. D'accord. Avec nécessité, d'être hospitalisé. Alors, les conséquences de cette classification des chenilles processionnaires comme nuisibles, quelles sont-elles aujourd'hui? Quels sont les moyens de prévention pour limiter leur expansion? Alors, il y a plusieurs moyens qui existent et au moment justement des différents stades de développement de la chenille. Et ce qui est recommandé, c'est d'utiliser une combinaison de ces moyens de lutte. Alors, pour les chenilles processionnaires du pin, donc leur particularité par rapport aux chênes, c'est de descendre le long du pin et d'aller s'enfouir dans le sol pour faire leur chrysalide. Donc, on peut essayer de les piéger au moment où elles descendent et on met un éco-piège, un collier, en fait, qu'on pose tout autour du tronc de l'arbre. Oui. Ça constitue une gouttière avec une seule sortie de la gouttière qui est dirigée vers un sac fermé. D'accord. Donc, lorsque la chenille, en fait, descend le long du tronc, elle est bloquée, elle n'a pas d'autre choix que d'aller en fait dans le sac et d'être piégée. Donc ça, c'est quand même une méthode de lutte écologique parce qu'on ne va pas dégrader la nature autour. Tout à fait. Alors, il y a d'autres méthodes de lutte écologique. On peut aussi favoriser la présence des prédateurs naturels de la chenille dans les zones infestées. Et il y a notamment la mésange et la chauve-souris qui sont des prédateurs naturels. Donc, on peut poser des nichoirs à mésanges dans l'arbre. Oui. Et les mésanges vont s'en servir de nid. Et donc, elles pourront se nourrir des chenilles. Et elles auront un garde-manger à disposition. Tout à fait, livré à domicile. C'est important vraiment de lutter contre ces espèces, j'imagine que oui, parce que si on les a classées comme nuisibles, c'est qu'il faut vraiment essayer de limiter leur propagation. Mais est-ce que on ne risque pas d'atteindre finalement la biodiversité en luttant contre ces espèces ? Alors, c'est toujours une question d'équilibre. Effectivement, elles participent aussi à la chaîne alimentaire. Elles servent à nourrir justement des oiseaux et d'autres animaux. Donc, il ne faut pas forcément les éradiquer. Il faut juste éviter qu'elles se propagent de trop et trop vite. Qu'elles se propagent de trop et surtout que les personnes en fait soient exposées. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait pas de conséquences pour la santé des hommes et des animaux. Donc, dernier conseil avant de se quitter, Sandra Sinotellier, des conseils très pratiques pour les gens qui vont aller se balader. Là, il fait beau en ce moment, on va forcément faire des balades dans la campagne, en forêt. Si on a 2 idées à retenir sur la présence de ces animaux, quelles sont-elles ? Donc, il faut porter des vêtements longs, couvrants. Oui. Donc, éviter de se frotter les yeux pendant et au retour d'une promenade. Il faut absolument pas toucher un nid. C'est quelque chose qui est réservé aux professionnels qui vont avoir des équipements, des combinaisons intégrales pour des lunettes, des gants, des bottes pour aller les toucher et enlever les nids. Et
Et puis, il faut aussi faire attention quand on prend les légumes du potager à côté de zones infestées, de bien les laver. Il faut faire attention en tondant la pelouse. Il faut être vigilant à ce que les enfants n'attrapent pas une chenille. Et puis aussi, par exemple, on peut aussi voir quand on fait une promenade dans les parcs, dans les jardins, puisqu'il y a vraiment des chenilles là au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, au Puy de Chaumont, c'est de faire attention quand on se promène, de faire attention à ce que la poussette en fait soit pas aussi près d'une zone infestée et que des insectes tombent sur l'enfant. Eh bien, merci infiniment pour toutes vos explications sur ces petites bêtes à la fois fascinantes à observer, mais qu'il ne faut pas approcher de trop près. Merci Sandra Sinotellier. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après avec Nathalie pour la question veto. Et puis, on vous racontera l'histoire de Scooby, un très beau sauvetage d'un chien venu des îles. Sud Radio. Parlons vrai. Alice, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, question veto. Et aujourd'hui sur Sud Radio, nous sommes en compagnie de Nathalie pour la question veto. Bonjour Nathalie. Bonjour Natacha, ravie de vous avoir. Et c'est un plaisir. Je crois que c'est le sujet de tout à l'heure sur les chats qui vous fait réagir, mais vous avez un chien. Exactement, ça m'a permis de rebondir parce que c'est vrai, j'ai bien entendu les comportements des chats. En fait, moi, mon chien, ce que j'ai pu constater depuis 7 ans, c'est qu'il a une tendance à me fixer, à me regarder, mais pendant des minutes qui durent. C'est presque gênant des fois parce que c'est très fixe comme regard. C'est vrai que le Westie a un regard très franc. Et au des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire dans cela? Parce qu'en fait, il n'y a pas un son, mais c'est juste un regard très persistant et qui parfois aussi peut être coupé par la tête qui s'incline, vous savez, en fonction des sons que moi je peux émettre par contre si je parle. Donc je me disais, voilà, qu'est-ce qu'un chien veut exprimer quand il fixe comme ça son maître avec insistance? Est-ce qu'il veut dire quelque chose ou pas? Vous savez, il y a la communication verbale, comme chez nous, et puis il y a la communication non verbale. Et effectivement, les chiens, comme les chats d'ailleurs, parfois s'expriment, même très souvent, par cette communication non verbale, qui passe par le regard et par l'attitude. Donc finalement, comment s'appelle votre Westie, Nathalie? Loustic. Donc finalement, quand Loustic est là, fixe face à vous, il y a certainement un message d'amour, ça je n'en doute pas du tout, mais il y a aussi une quête de voir vos réactions, de vous manifester aussi sa présence pour peut-être solliciter une forme d'attention derrière. Donc je pense qu'il est extrêmement attentif à tous vos faits et gestes pour être en échange permanent avec vous. Donc ça, c'est quand même une jolie marque d'attention et d'affection. Non, c'est vrai qu'il est très très attaché à moi. Et il fait ça qu'avec vous d'ailleurs, ces regards. Ce regard vraiment aussi insistant, oui. Et comment vous réagissez quand il vous regarde comme ça? Est-ce que vous craquez? Je le regarde fixement aussi, puis je me dis lequel des deux va craquer, mais c'est pour moi qui l'a. C'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Exactement. Non, mais avec un Westie, cela dit, c'est bien trouvé. Oui. Mais c'est vrai que je tente ça des fois et je me dis, mais lui, il ne lâche pas. Et alors, il lâche pas? Et est-ce qu'à un moment donné, il va faire un petit saut de joie ou quelque chose, ou pas du tout? Il va plutôt venir vers moi après. Donc vous voyez, c'est toujours ça à distance, et après il vient vers moi. C'est quand même assez significatif de cette recherche de contact, de vous montrer qu'il est là, qu'il est dans votre univers, qu'il veut qu'il y ait un échange. Parce qu'il peut être assis à côté de vous, mais vous, je sais pas, en train de travailler, de regarder la télé, de lire un livre, et là, il n'y a plus de contact. Alors que par le regard que vous partagez, il y a ce contact qui doit le rassurer et lui faire beaucoup de bien. Donc moi, je trouve ça assez super, quand même. Non, mais c'est sûr que la relation qui s'établit entre un animal et puis son maître, c'est lorsqu'on en a, c'est là qu'on comprend ce qui se passe. C'est vrai. Exactement. C'est très profonde. En tout cas, merci d'être venu ce matin nous parler aussi des chiens, parce que c'est vrai qu'on a consacré une large première partie d'émission à nos amis les chats, mais les chiens ne sont pas en reste en la matière. Merci Nathalie, très bon week-end et une grosse caresse à Loustic. Allez, on passe à notre séquence. C'est votre histoire pour vous parler de Scooby. Quelle histoire! Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et c'est Elisa Gorins qui est avec nous pour nous parler de Scooby. Bonjour Elisa. Bonjour Natacha, bonjour à tous.
Elisa, vous êtes responsable communication d'une très belle association qui s'appelle AVA, Agir pour la vie animale, une association qui possède un refuge en Normandie. Et avec vous, on a choisi ce matin de parler d'une histoire singulière, mais qui est assez emblématique de la situation des chiens à La Réunion. Scooby est un chien que vous avez pris en charge et qui vient justement de La Réunion. Expliquez-nous un petit peu quel est son parcours de vie. Absolument. Alors Scooby, c'est un chien qui a été trouvé à l'âge d'environ 3 mois sur l'île de la Réunion dans un fond de canne à sucre avec 2 autres petites chiennes. Au début, des personnes très bienveillantes venaient les nourrir sur site et tout se passait bien. Et puis au bout de quelques jours, les personnes se sont aperçues que Scooby ne marchait plus alors que jusqu'ici, il y avait pas de problème. D'accord. Donc une personne a décidé de prendre Scooby chez elle, en famille d'accueil. Il a été pris en charge par l'association réunionnaise qui s'appelle AMI. Et puis des examens ont été réalisés. Ça a duré comme ça plusieurs mois, avec des hauts et des bas. Certains jours, il marchait, certains jours, il marchait plus. Et les vétérinaires ne trouvaient pas ce que Scooby avait. Et alors, au bout d'un moment, la question de l'euthanasie s'est posée. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de misère animale sur l'île de la Réunion. Et vivre avec un chien handicapé qui pèse aujourd'hui une quinzaine de kilos, c'est très compliqué, personne n'en veut. Et c'était très difficile pour sa famille d'accueil de le voir certains jours souffrir. Alors voilà, est-ce qu'il fallait mettre un terme à sa vie ou pas, sachant qu'en même temps, il était quand même plein de vie, il mangeait, il était joyeux, joueur, etc. Mais il n'y avait pas de solution pour lui. Et du coup, l'association AMI nous a contacté à l'association Agir pour la vie animale pour nous demander de le rapatrier en métropole, d'essayer de poursuivre les examens vétérinaires et idéalement de lui trouver une nouvelle famille, en tout cas de lui offrir la possibilité d'avoir un avenir. Et c'est comme ça qu'il y a quelques jours, avec le président fondateur de l'association qui nous aidait ça, nous sommes allés le chercher à l'aéroport. Oui. Et depuis Scooby vit dans notre ferme refuge en Normandie. Et vous lui cherchez une famille, bien sûr. Alors, on va lui chercher une famille, mais d'abord, on aimerait trouver ce qu'il a. Pour l'instant, on a. Pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui explique ces paralysies. Non, il a eu une radio, il a eu des analyses de sang. Sur l'île, il avait déjà eu un scanner. Nous, on voudrait lui refaire un scanner dans quelques jours, peut-être une IRM également, mais on veut trouver ce qu'il a. Et ensuite seulement, on lui cherchera une famille. Alors Scooby a vraiment beaucoup de chance dans son malheur, puisque il faut quand même parler un petit peu de la situation des chiens qui vivent errants à La Réunion. Il y en a beaucoup, et de nombreuses associations se battent à la fois à La Réunion et en France métropolitaine pour rapatrier ces chiens en métropole, pour derrière leur trouver des familles d'accueil ou des familles d'adoption. Oui, c'est ce que fait l'association AMI, qui trouve des familles d'accueil ou des familles d'adoption en métropole pour de nombreux chiens. Mais pour Scooby, ça a été particulièrement compliqué parce que un chien handicapé, bien sûr, dont on ne sait pas en plus ce qu'il a, c'est difficile de lui trouver un foyer. Évidemment. Et donc aujourd'hui, Scooby est au sein de votre refuge. Vous avez beaucoup d'animaux dans ce refuge, Ava? On a plus de 500 animaux de toute espèce, des chiens, des chats, des chevaux, des vaches et même un troupeau de daims. Et donc Scooby est hébergé dans un espace où vivent tous ensemble des chiens et des chats âgés et vulnérables. Ça se passe très bien pour lui, il s'est adapté très très vite. Et là, on lui a mis un petit chariot à roulettes pour qu'il puisse avoir un peu d'autonomie. Et avec son chariot, c'est incroyable à voir parce qu'il galope à toute vitesse dans les pâtures. Et on voit vraiment qu'il est heureux. Et c'est dans ces moments-là qui sont pour nous très émouvants. On se dit, heureusement qu'il n'a pas été euthanasié. Évidemment. Et Scooby est un peu donc l'emblème de ces chiens rapatriés en métropole qui, on l'espère pour lui d'ailleurs, derrière va trouver une nouvelle famille. Au sein de votre refuge, certains animaux restent jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils ne sont pas adoptables. Vous avez aussi ce cas de figure? Oui, absolument. Alors la particularité de notre association, c'est que nous recueillons des animaux devenus entre guillemets indésirables parce que âgés, malades, handicapés, non rentables pour le cas des animaux de ferme et de loisirs. Donc ce sont des animaux avec des profils un peu particuliers qui ne sont pas entre guillemets
sexy. Et du coup, oui, nous les gardons en général jusqu'à la fin de leur vie quand on ne leur trouve pas d'adoptant. Alors, s'ils trouvent une famille, tant mieux, mais c'est pas une nécessité absolue. Nous, on s'engage à leur offrir les conditions nécessaires à leur bien-être jusqu'à la fin de leur vie de toute façon. J'imagine que vous êtes nombreux à travailler sur le site d'Ava parce qu'avec tous ces animaux dont il faut s'occuper et des animaux qui, pour beaucoup d'entre eux, nécessitent des soins importants, il faut du monde, il faut des mains. Alors, il y a une quinzaine de salariés et prestataires, mais chaque jour sur le terrain, il y a seulement 6 ou 7 soigneurs et on a malheureusement très peu de bénévoles parce qu'on est dans un lieu assez isolé, il n'y a pas de transport en commun. Vous êtes où précisément, Elisa ? On est à Cuy-Saint-Fiacre, c'est au cœur de la campagne normande, en Haute-Normandie, en Seine-Maritime. Et du coup, on manque de bénévoles pour venir nous aider. Et ben voilà, un passage à l'antenne ce matin, c'est aussi l'occasion peut-être de trouver des gens qui ont du temps à consacrer et de l'énergie à donner à tous ces animaux qui en ont besoin. On peut aussi vous retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux et sur votre site internet. Oui, absolument, sur notre site avarefuge.fr et sur Facebook, Agir pour la vie animale, Instagram, pareil, et même TikTok. Et puis un petit coup de chapeau au docteur Thierry Bédossa qui s'occupe à merveille de ces animaux en compagnie de toute son équipe. On souhaite bien sûr à Scooby un bon rétablissement. On espère qu'on va trouver l'origine de son problème de santé. Et puis surtout, on lui souhaite de trouver une famille aimante pour avoir une vie extrêmement heureuse. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.